J'en avais marre de la banque à un moment donné pour X, Y raison. Il me dit non, écoute, on est en train de lancer une nouvelle ligne de service chez Deloitte en RDC, qui est l'activité de conseil, la ligne de service de conseil. J'ai dit, bah, tiens, je veux venir. Il me dit, ça va t'aller et tout et tout. J'arrive, je sais rien du tout de ce que je dois faire, j'apprends. Mais je me rends compte très vite que c'est ce que je devais faire depuis tout ce temps. Donc, connaître je vais peut-être faire une parenthèse, connaître ce qu'on doit être dans la vie, ça prend du temps. Il faut se découvrir, Il faut se découvrir. Il y a ceux pour qui ça arrive très vite, mais pour moi, ça a pris 10 ans, quoi. Congo Mindset dans nos cœurs pour inspirer et guider nos esprits en plein. Bienvenue dans Congo Mindset. Pour vous, aujourd'hui, nous recevons un fils d'enseignant, challenger dans l'âme. Aujourd'hui, conseiller de décideur, on l'appelle Monsieur François Kakessé. Bonjour François. Bonjour Terence. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, tu l'as déjà, on va dire, bien circonscrit. Je suis François Kakessé Kimaza. Je suis marié, père de 4 enfants. Ça fait toujours bizarre de dire 4 parce que moi-même, j'en reviens pas. Mais 4 enfants, aujourd'hui, conseiller des décideurs. J'ai un parcours qu'on aura l'occasion de découvrir tous ensemble. Je suis issu d'une famille de 7 enfants, 3 garçons, 4 filles. Donc un équilibre presque parfait. Comme tu l'as dit, fils d'enseignant, mon père, hormis ses fonctions publiques, était également enseignant. Il est décédé en 2019. Et ma mère, enseignante de formation et de carrière. Voilà, c'est dans cet univers-là que j'ai grandi, que je suis aujourd'hui ce que je suis. Permets-nous d'abord de te remercier d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes dans Congo Mindset, ce podcast qui a pour objectif d'inspirer, de motiver, mais surtout de transformer les mentalités. C'est de ça qu'il est profondément question dans ce podcast. Pour commencer, tous ceux qui te regardent et nous aujourd'hui dans Congo Mindset, on veut savoir un peu comment il s'est construit François. Parce qu'aujourd'hui, on parle de conseiller de décideur, mais tu es quand même gestionnaire de qualité et des performances au cabinet du président de la République. C'est une haute fonction. On sait le voir à l'écran que tu es jeune. Dis-nous comment ça commence, ta jeunesse. Oui. Avec le recul aujourd'hui, maintenant qu'on se pose des questions, on essaie de regarder en arrière comment tout ça s'est construit. Je veux dire, j'ai commencé l'école comme tout le monde, l'école maternelle. Et donc, après la maternelle, je vais au primaire. Mais au primaire, il y a quelque chose j'ai en fait 2 expériences. J'ai une expérience où j'ai commencé dans une école privée à Limité, où il y avait tous mes frères et sœurs. J'avais l'impression que les choses étaient faciles. Et je quitte cette école-là pour une autre école, l'école primaire Monseigneur Bokele-Allé. D'abord, je quitte un environnement où il y avait mes frères et sœurs, donc je vais dans un autre où il n'y avait que mon frère. On a 2 ans d'écart, donc je rejoins l'école en 4e année primaire, donc il était déjà en 6e partant. J'arrive, c'est un peu nouveau. J'apprends pour une première fois le mot compétition. C'était un programme assez rigoureux, différent de ce que j'avais vécu avant. C'était vraiment de la compétition. Les écoles associées à l'UNESCO, c'était un peu les écoles, je ne sais pas si ça continue jusqu'à maintenant, donc il y avait beaucoup de concours, beaucoup de mise en situation on devait se forger, se montrer et s'accomplir. Et puis après, j'avais le choix soit de faire l'Isanga, l'école secondaire, soit de faire rejoindre mon frère, un peu toujours dans les baskets de mon frère, mon grand frère, à l'école collège Elika, où j'ai fait 6 années. Donc, le collège Elika, pour ceux qui le connaissent, en 96,
C'est le régime Mobutu finissant, et donc un peu, je crois que même la première année du cycle d'orientation, c'est là où il y avait en 97, c'est quand il y a eu la libération, la fameuse libération. Donc on est un peu à cheval entre deux régimes où on commence à devenir conscient de la vie. Mais c'est une école assez rigoureuse, hein. Mais il était comment? Il était comment, ce François? Est-ce qu'il a eu une enfance plutôt stable? Il était intelligent à l'école? Mhm. Il était appliqué? Dans Ouais. quel milieu il grandit finalement, ce François? Est-ce que Ouais. il avait une cuillère d'argent dans la bouche? Non. Je vais dire que mes parents étaient modestes, hein. Fonctionnaire de l'État. À l'époque, je crois qu'il a été promu, mon père a été promu secrétaire général aux finances en 89, 90. Bon, c'est quand même des hautes fonctions de l'administration. On n'est pas pauvre, on n'est pas non plus riche. On vit bien. On vit bien, on ne manquait de rien. Mais il faut comprendre que quelques temps après, donc il est retraité, donc accepté, on va dire, à la retraite, mise à la retraite en 95. Mais je crois que ça prend un peu de temps avant que ça ne se mette vraiment en place. Donc ça veut dire que très tôt, il fallait, on va dire, les revenus n'étaient plus les mêmes. Donc ce n'est qu'après qu'on comprend tout ça, hein. Quand les parents vous disent que il faut être rationnel, on ne comprend pas, on est jeune. En 95, j'ai 11 ans, donc voilà, c'est pas, je ne comprends pas. Mais je vais tous les jours à l'école en voiture, je vais au primaire, jamais manqué de rien. Voilà, donc c'est dans cet équilibre-là, et ma mère est enseignante à l'université, à l'IPN, à l'époque c'était l'Institut pédagogique national, aujourd'hui UPN. Donc je ne vois pas trop la différence. Je suis un petit enfant. Et il est comment à l'école, le petit François? À l'école, j'ai eu la chance. Il est stable, il a Oui, des bons résultats surtout. Des très bons résultats. Des très bons résultats, mais c'était de famille, hein. Premier de classe? Oui, premier de classe. Très souvent. Mais je ne sais plus si en cas, je dois retrouver mes bulletins de quatrième, parce que quand j'ai changé d'école à l'école primaire, je ne sais plus si j'étais premier ou deuxième. Mais c'est un moment, la quatrième année primaire, c'est quelque chose qui a changé ma personne. Parce qu'on nous dit souvent que les premiers de la classe ne sont pas ceux qui réussissent dans la vie. et je pense que c'est pas très répandu. Donc aujourd'hui, tu nous dis que les premiers de la classe peuvent être les premiers dans la société? Oui, ça peut arriver. Je peux pas dire que je suis premier de la société, mais je pense que j'ai pas échoué. C'est bizarre parce que je regardais une vidéo TikTok il y a quoi, 2 jours, hein. Il y a une dame qui demandait les élèves d'une des anciennes écoles. Il a même cité Bokelia. J'ai envie de lui dire je suis là, quoi. Exactement. J'ai vu la même vidéo, je l'ai même enregistrée. Voilà. J'ai envie de dire que je suis là. Je suis un cadre dans la société. Dans l'échelon, on essaie de dire au cadre et tout. Donc voilà, on réussit, quoi. On réussit. Et donc à l'école, pour un peu te répondre, je suis pas nul. Mon éducation m'interdit de reconnaître des fois, et on en parlera, de reconnaître ce qu'on est. Mais je dois dire ce que j'étais un élève brillant. J'ai eu pas beaucoup de problèmes à l'école. C'est peut-être pas toujours le cas de mes frères ou de mes sœurs, mais bon. On est différents. Et vos parents dans tout ça, dans la construction de ce que vous êtes, parce que on nous dit toujours que l'adulte qu'on devient a un rapport très intime avec l'enfant qu'il a été. Oui. Donc, François que nous connaissons aujourd'hui, quel est le rôle que ses parents ont joué dans sa construction à cette époque? Est-ce qu'ils vous ont encouragé à vous découvrir? Est-ce qu'ils vous ont donné une clarté dans la vision de la vie? Est-ce qu'ils vous ont donné des ambitions pour vous dire que demain, voici le parcours à avoir pour arriver à être quelque chose? Est-ce qu'ils vous ont inspiré? L'inspiration est venue d'ailleurs? Oui. Oui, les parents, en fait, il faut comprendre aussi que nos parents, mon père était de 41, ma mère de 48, de 1941-1948. Donc, dans les années 90, quand on commence à être conscient de la vie, nos parents ont déjà 50 ans, quoi. Donc,
c'est une grosse génération, c'est différent. C'est des générations où on apprend beaucoup des parents par l'observation. Mon père ne parlait pas beaucoup, donc il faut comprendre par ses faits et gestes s'il est d'accord, il n'est pas d'accord. Mais il a pris des moments, le temps de nous expliquer son parcours. Et très tôt, il nous a inspiré la rigueur. La rigueur dans la tenue, la rigueur dans la vie, d'être toujours sincère, d'être sérieux, intègre. Des valeurs. Ce sont des valeurs aujourd'hui que je cultive et des valeurs que je pense qu'ils ne me quitteront pas. Ma mère, voilà, on est les enfants de nos mamans. On passe plus de temps avec maman, c'est elle qui vous accompagne, c'est elle qui a choisi l'école, je me rappelle très bien. Voilà, donc c'est l'impact de la vie des parents aujourd'hui. Et mes parents sont enseignants, comme on l'a dit. Mon père enseignait à l'École nationale des finances, ma mère à l'UPN, je l'ai dit. Donc très tôt, on a cette valeur, ils partagent avec nous la valeur de transmission de ce qu'on sait, d'être disponible pour les autres, de transmettre ce qu'on a reçu. Et c'est des choses, des valeurs qui me conduisent jusqu'aujourd'hui. C'est excellent, c'est très bien de le dire, parce que je continue de penser encore aujourd'hui à titre personnel que les valeurs qui nous portent finalement dans la vie sont celles qu'on a acquises en famille. Exact. Et toutes nos familles ont cette responsabilité justement d'inculquer des valeurs aux enfants qui grandissent. J'ai pas envie de dire à ces enfants, parce qu'en Afrique on grandit avec plusieurs enfants parfois dans la même maison, donc les valeurs ça prenne plutôt en famille. Exact. Et à cet âge, donc on découvre ensemble que le petit François était plutôt érudit, premier de la classe, studieux. Mais dans quel état d'esprit est-ce qu'il est, ce petit François, est-ce qu'il a une vision par rapport à ce que le monde est, ou il a une vision fermée sur le pays? À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on n'avait pas les bouquets Canal, on n'avait pas cette ouverture au monde. Mais dans quel état d'esprit il est finalement? Son état d'esprit est purement relié à sa famille. Est-ce que il a une ouverture au monde, ou est-ce qu'il est inspiré par autre chose? Est-ce qu'il lit des livres? Est-ce qu'il est ouvert au monde? Alors, à l'époque, je veux dire maintenant que la question est posée, c'est que j'étais beaucoup plus centré sur la famille, ma famille restreinte, mais il faut dire aussi que les familles à l'époque, on restait jamais entre papa, maman et les enfants, hein, c'est la famille africaine. C'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, donc on a ma grand-mère qui était là, ma grand-mère maternelle, qui était avec nous, les oncles, les tantes, les cousins. C'est vraiment la famille. La famille, et des amis, hein, parce qu'on va à l'école, on est dans le quartier. Je suis grandi à Barumbu, donc je côtoie un peu tout, quoi. Donc à la fois ceux qui sont, on va dire, fortunés et ceux qui le sont moins. Donc ça me donne un équilibre de la vie. Mais je suis quelqu'un de très... je ne sais pas s'il faut utiliser le mot timide ou renfermé, mais je suis sur moi-même. Donc je ne suis pas très... le contact avec le monde extérieur, c'est quand je vais à l'école, quand je suis dans le quartier où je joue au foot, au basket. Voilà, donc c'est pas vraiment... on n'allait pas en vacances, un peu pour vous dire, quoi. Donc mon père allait dans ses missions de service, il était aux finances à l'époque, donc les réunions Banque mondiale annuelles, beaucoup parties. Mais nous, les enfants, on passait les vacances à la maison, et même encore que je me souvienne, on allait très peu en vacances chez les autres. C'est plutôt les gens qui venaient vers nous. Et voilà, mon contact avec le monde. Et comme tu le dis, à la télé, on n'avait pas grand-chose. Hein. On avait les RTNC, on avait OZRT. Voilà, qui sont venus. On avait les écrans à tube cathodique. Là, il fallait taper un moment quand les écrans bougent, les images sont figées. Enfin, normal, quoi. Et voilà, une vie de famille. Mais du coup, donc le jeune François, il a un bon parcours. C'est des personnes comme toi qu'on recherche aujourd'hui dans cette émission, parce qu'on veut multiplier les François. On veut avoir beaucoup de François au Congo. Mais qu'est-ce qui te perturbe à un moment de ta vie, entre la petite enfance et l'adulte que tu deviens?
Euh, Déjà que, bon, on va dire que au niveau secondaire, c'était pas très compliqué, mais on commence à être conscient de la vie. Beaucoup plus que d'habitude, je veux dire. C'est que on commence à sortir, on commence à être libre, Être amoureux? à être amoureux. Je pense que moi, l'amour, je l'ai connu un peu plus tard, hein. J'en parlerai parce que c'est justement un sujet de perturbation. Euh, Ouais, on commence à être, voilà, on sort quoi. Le collège Eliquet, c'est en ville, donc on quitte. Des fois, on va. À l'époque, c'était select. On fait des tours. Bon, on fait un peu la tchatch. On va à Bosangani parce que c'était l'école, on va dire sœur. Voilà, on commence à sortir, à vivre quoi. À découvrir. Des fois, on va plus. C'est pas papa qui vous dépose à l'école. Vous prenez un taxi, donc vous apprenez un peu à être un peu plus libre. C'est déjà des facteurs qui commencent à impacter, mais ça m'a pas trop perturbé. La perturbation est arrivée, on va dire, à l'université. Il faut dire que j'ai fait toutes mes classes au Congo. Je vais à l'université protestante au Congo. La première année, je me dis c'est comme une lettre à la poste, quoi. J'étudie, quoi. J'étudie, je fais mes devoirs, comme d'habitude, réussite. Voilà, donc une très belle réussite en première session. Je me dis, bah, c'est dans la poche. Donc, deuxième année de graduat à l'université, bah, je me relâche un peu. Mais entre-temps, tu découvres l'amour, tu te dis, voilà, ça va aller. Sauf que c'est une expérience que tu n'as pas vécue avant. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. L'équilibre, tu ne sais plus le retrouver. Voilà, tu ne sais pas encore comment faire. Et donc là, et tu commences voilà, Est-ce qu'on en parle à se à ce relâcher. moment-là? Est-ce que tu en parles en famille? Est-ce que c'est un sujet que tu peux aborder avec papa et maman? Non, c'est pas un sujet que j'aborde pas avec papa, mais un jour, je l'ai abordé avec ma maman. Je lui ai dit un jour, écoute, maman, j'arrive pas, j'ai l'impression d'être surchargé. J'ai l'impression que ça n'entre plus dans ma tête. Bon, je pense qu'elle comprend en ce moment-là, mais bon, la pudeur d'une maman aussi africaine, à l'époque, elle est de l'Équateur, donc elle est assez ouverte, hein. Mais bon, elle me dit, je pense que tu dois faire du sport, tu dois dégager l'énergie que tu as en toi. Bon, on peut comprendre un peu aujourd'hui comment on aurait pu dégager différemment l'énergie, je ne le dis pas. Mais bon, j'ai quand même fait mon sport, j'ai commencé à jouer au basket, un peu plus, ce genre de choses. Voilà, mais on va dire un choc. Générationnel? Non, je voulais plutôt dire un choc avec la réalité de la vie. C'est qu'aujourd'hui, on est à l'université, on est vraiment une forme de liberté que si c'est mal géré, ça peut se retourner contre nous et contre soi. Et bah là, c'est la seule année où j'ai pas eu plus de 70%. C'est quelque chose qui m'avait fortement marqué. Et puis, bon, le reste, je me suis ressaisi. Je m'étais juré de ne plus être nonchalant à l'école ou bien être trop libre. Et que j'avais des parents à rendre fiers et que même pour moi-même, pour ma propre fierté, je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir des bons résultats à l'école. Ce n'était pas un mauvais résultat. Exact. Mais bon, pour chacun a ses critères et ses références. On a fait une belle transition entre l'enfance. On se rend compte que l'instruction occupe une place importante dans ta construction finalement personnelle avec une bonne relation parentale. Ouais. Et là, on est à l'université. Je pense qu'il y a un vrai choix qui se fait déjà par rapport aux études que tu choisis de faire. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as une vision claire de ce que tu veux devenir? Est-ce que tu as une projection claire de ton parcours professionnel? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement à ce niveau-là? Non, les parents étaient très libres pour qu'on choisisse ce qu'on veut faire. Et même pour la petite histoire, je sais que mon père, par contre, insistait beaucoup de faire l'informatique. Il disait, il faut qu'un de mes enfants fasse informatique. Il faut que vous fassiez l'informatique, c'est le métier de demain, c'est le métier de demain. Alors, mon frère avait commencé à l'école l'informatique des finances. Et puis, je me suis dit, je vais faire comme pas, toujours un peu un petit suiveur et tout ça. Je vais faire pareil. Et puis, il y a ma sœur, une de mes sœurs qui était déjà à l'UPC à l'époque,
qui me dit, mais pourquoi tu veux... Il y a informatique en licence à l'UPC. Donc, je pense qu'il serait bien pour toi de faire les années d'économie. Comme ça te permet d'avoir un équilibre. Mon père était déjà avancé dans les démarches pour l'école d'informatique. Et donc, j'ai dû changer. Je me rappelle que quand je suis allé lui dire que je n'aurais plus faire le test d'entrée à l'école d'informatique, je verrais plutôt le faire à l'UPC, il avait l'air un peu pas très d'accord, mais il n'a jamais exprimé outre mesure son désaccord. Il m'a laissé faire. C'est pour dire que j'avais pas un plan de vie, ou savoir que j'allais être le prochain Zuckerberg ou je sais pas qui. Non, pas du tout. Pour moi, c'était les études. Et à ce moment-là, tu ne te dis pas que le fait que je n'aille pas étudier en France, aux États-Unis, ailleurs, comme ça a été à la mode pendant un moment, de te dire que je réussirais moins ou je serais moins performant dans la vie de tous les jours. Est-ce que cette idée te traverse l'esprit? Non, pas du tout. Tu es conscient du fait que étudier en RDC pouvait quand même te permettre de réussir? Oui, j'avais mes exemples, c'était mes parents. Donc, ils avaient fait toute leur classe ici. Ma mère a été à l'Ovanium, à l'Unikin à l'époque. Là, à l'université de Kisangani, mon père a fait ses études ici. Donc, pour moi, c'était... Il faut dire aussi qu'à l'époque, je n'étais pas allé en Europe. Donc, je n'avais pas aussi une référence pour me dire... Je n'avais pas mes frères qui étaient en Europe. Je n'avais pas... en tout cas, les membres proches de ma famille qui étaient en Europe pour avoir une autre expérience. Donc, pour moi, l'expérience, c'était une expérience purement congolaise. Et j'étais convaincu que j'allais réussir au Congo. Donc, ce n'était pas une question. C'est vrai que... mes collègues de classe, quand on a fini le secondaire, il y a ceux qui sont partis. Et pour qui c'était, on va dire, c'était primordial pour eux de partir, d'aller à l'extérieur parce qu'ils voulaient faire des études qui n'étaient pas dispo au Congo. Donc, moi, j'étais pas dans cette optique-là. Je sais pas s'il faut dire que j'étais sûr, mais moi, je n'avais pas d'autres références. Je me disais qu'avec mes classes au Congo, j'allais réussir. C'est très bien parce que c'est encore une idée qui est très répandue. Je suis bien d'accord qu'il faut aller rechercher la connaissance quand c'est nécessaire, mais je ne voudrais pas nourrir l'idée, parce que c'est répandu parfois dans le milieu professionnel aussi, que étudier à l'étranger est gage de réussite et de succès. Finalement, je voudrais faire un petit recul dans ton enfance. Détermination. Oui. C'est un mot qui revient parce qu'on a eu cet entretien. J'aimerais revenir sur l'importance de cette détermination qui te définit finalement et du rôle que ça joue finalement dans la construction de ce que tu deviens à partir de ta vie estudiantine jusqu'au moment où tu fais tes premiers pas dans la vie professionnelle. Oui. La détermination, en fait, l'homme est une succession d'expériences. Lorsqu'on avance dans la vie et qu'on ne se pose pas les questions, on ne saura jamais de ce qu'on est, de la somme d'expériences qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Effectivement, je me rappelle à l'époque, quand je devais faire mon inscription à Elikia, je reçois tous mes documents, ma mère me donne, mon père me laisse, je ne sais plus s'il était dispo ou pas, je ne me rappelle plus très bien des circonstances, mais j'étais le seul, le petit 11 ans, par là, qui devait aller s'inscrire soi-même à l'école. Et les dossiers devaient être déposés devant le conseiller pédagogique, je crois, devant, en file d'attente, et j'étais le seul enfant, je me rappelle que j'étais le seul enfant. Il y avait les parents. Et bon, comme j'étais le petit, on me laissait passer, on me mettait devant. Et je suis entré pour la première fois pour déposer mon dossier. Le conseiller a regardé, il a vu qu'il y avait des documents qui manquaient. Il me demande d'aller compléter. Je pars. Je crois que je les avais quelque part. Je suis allé les retrouver. J'ai complété. Je suis revenu une deuxième fois. Je me suis mis sur la file d'attente. Il y a des parents qui me regardaient un peu. Je me dis, mais comment? Certainement, ils se disaient, mais comment? Où sont les parents de cet enfant qui l'ont abandonné? J'entre, je dépose. Il manque encore quelque chose. Il me dit d'aller compléter. Je vais compléter. Je reviens. Et cette fois-là, quand je reviens, les parents qui étaient sur la file me disent, ah non, cette fois-ci, mets-toi devant. Et quand j'entre pour la troisième fois, le conseiller qui me dit, tu es encore là. Tu iras loin dans la vie. Et c'est là que j'ai appris en fait, j'ai pas très bien compris quand il m'a dit tu iras loin dans la vie. C'était peut-être une prophétie.
Mais il m'a dit, c'est ce qu'il faut pour réussir à l'école. Si tu continues comme ça, tu réussiras ici à Elikia. Donc la ténacité, la détermination, c'est également des valeurs qui me conduisent jusqu'aujourd'hui. Ceux qui me connaissent savent que quand, par exemple, les démarches administratives qui sont très lourdes, studieuses, donc, mais moi je tente généralement, j'essaye et bon, ça réussit dans le passé, ça réussit encore aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il faut de la détermination pour avancer. Oui. C'est aussi ça, Congo Mindset, c'est transmettre ses valeurs, Mhm. remettre ses valeurs au centre des discussions. Exact. Et pour les jeunes gens qui nous suivent aussi, Ouais. garder à l'esprit que c'est important d'être déterminé dans la vie. Mhm. Quels ont été les défis majeurs, du coup, entre le moment où, on l'a bien compris, hein, tu es à l'université à l'UPC et tu commences ta vie professionnelle. Quels défis tu rencontres? Est-ce que ça a été encore une fois facile de faire des études? Parce qu'on entend dire ça et là que c'est difficile d'étudier au Congo, on a des notes qui se perdent, il faut acheter des fascicules, il faut payer, c'est compliqué, il faut Ouais. courir derrière les profs. Ouais. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce passage? Et il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot, on ne trouve pas de stage. Quelles sont les difficultés que François a rencontrées? Ben, les difficultés sont les difficultés liées à la vie estudiantine au Congo, hein. C'est on va dire la disponibilité des bibliothèques, la documentation. Il fallait vraiment beaucoup d'efforts personnels pour avoir au-delà de ce qui était enseigné à l'école. Les difficultés sont, on va dire, d'ordre social aussi. Quand je suis à l'université, mes parents n'ont plus les moyens qu'ils avaient. Donc, il faut aller tous les jours à l'école, il faut avoir ce qu'il faut pour manger, il faut avoir, donc il y a des moments ça manque, il y a des moments il y en a, donc c'est des hauts et des bas classiques. Les difficultés, mais par contre, moi, je n'ai pas, je ne vais pas dire que j'ai eu le parcours dans le meilleur des parcours. J'ai pas connu de problème de perte de notes ou il faut suivre un professeur pour un examen ou ceci ou cela. Non, tout ce que je faisais, je l'ai retrouvé dans ma grille, dans mon relevé de notes. Donc, j'avais pas beaucoup de problèmes de ce côté-là. C'est vrai, j'ai eu des collègues, des amis qui ont eu des problèmes, mais c'est naturel quand on est 1000 étudiants, 500 étudiants, donc il peut avoir des ratés ça et là. Faut dire aussi que l'université protestante au Congo, les cycles étaient réguliers. Donc, on commençait en octobre, on finissait en juillet. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Donc, tant qu'on avait les frais académiques payés, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Nous sommes quand même à Kinshasa à cette époque, donc on n'a pas d'embouteillage, on circule facilement. Oui, un peu mieux que maintenant, hein, à y penser. Il avait une voiture, Non. François, à l'université? Non. Il prenait son taxi? Prenez le taxi. Il traîne avec qui, François, à l'époque? Parce que il paraît que c'est très déterminant et Oui. je pense que c'est aussi très déterminant de savoir avec qui on passe son temps, quelles sont les personnes qui nous entourent, quelles sont les valeurs qu'on partage. Oui. Mais qui sont tes amis à cette époque? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais tes choix à ce moment-là? Est-ce que tu es accompagné? Tu décides seul? Tu as une personnalité affirmée? Comment ça se passe? J'ai un peu je ne vais pas dire de la chance, mais quand je rentre à l'université, il y a des amis avec qui on était à Elikia qui viennent que je rencontre là-bas encore, avec qui, donc à Elikia, depuis la première année secondaire, j'ai des amis que j'ai connus à la première année secondaire jusqu'à la fin de l'université, jusqu'à aujourd'hui. Donc, le groupe d'amis qui viennent avec moi des Likia sont avec moi jusqu'aujourd'hui. Donc on fait le parcours universitaire ensemble, mais j'ai rencontré aussi des personnes à l'université. Donc que j'ai gardé comme amis aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont, on va dire, des camarades de classe, mais avec qui on a des très bonnes relations. Et, je ne sais pas dire s'il fallait choisir les amis. On se dit, ah bah celui-là je le choisis, il devient mon ami et je le garde. Ou c'est réciproque peut-être. C'est qu'on a des atomes crochus, on a des... Comment dire ça? Voilà, ça marche. Ça marche. Et
On a avancé. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il y a il y a des rencontres qui, qui marquent en fait, qui sont des tournants dans la vie. Des grands tournants dans la vie. Je donne un exemple. Et c'est même par là que je suis dans le monde professionnel aujourd'hui. J'ai un ami, un très bon ami, à Elikia, que je fréquente. Je fréquente la famille, la maison, parce qu'ils avaient une maison à la Gombe. Arnold Nzaïlou, pour ne pas le citer. Et on se fréquentait parce que Elikia, c'était pas très loin. Et ils étaient vers Sabena à l'époque, l'immeuble Sabena. Donc on venait des fois, je restais là et on étudiait, on se fréquentait. Je connaissais la maman, le papa, nous a découvert en tant qu'amis de leurs enfants. Je connais toute la famille. Et un jour à l'université, et lui va étudier aux États-Unis, on reste, donc moi je ne fais pas l'université avec lui. Sa sœur étudie avec nous à l'UPC. Et un jour, elle me dit, mais non, sa maman est venue la récupérer à l'université. Elle me voit, elle me dit, mais qu'est-ce que tu deviens? J'ai dit, non, mais je suis là, maman, je finis l'année prochaine. Et voilà, donc je devais faire un stage. Je ne sais même plus comment on est arrivé à la question du stage. Je me dis, mais tiens, ton papa, il est à tel endroit, après PricewaterhouseCoopers, pourquoi tu ne viens pas faire ton stage? J'ai dit, le moment venu, je viendrai. Et donc, je passe en première session de la première année de licence à la deuxième année. Donc, pendant le temps de vacances, je décide de faire un stage. Je la recontacte et de fil en aiguille, je fais mon stage chez PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit et de conseil. Et je fais mon stage, ça se passe super bien. Je finis mon stage normal, je pars. Et quelques temps après, il y a celui qui va même en retraite cette année, me dit, bah, écoute, tout le monde me parle de toi, j'aimerais t'avoir dans mon équipe. Je suis étudiant. À un moment, tu es étudiant en deuxième année de licence, tu te dis, ah, tout le monde, quand il finit, il n'a pas un job. Ben moi, je saute sur l'occasion, je vais faire comme tout le monde. Exactement. Je vais prendre. Et on organise un entretien d'embauche pour moi. Et je sais qu'il y a un Camerounais qui vient, qui était celui qui supervisait l'Afrique centrale, qui arrive, me pose des questions, tout ça, je suis stressé. Ils me disent, non, comment tu penses faire? J'ai dit, non, moi je vais travailler le matin, le soir je vais aller à l'école, je vais faire un jeu. Ils me disent, écoute, c'est impossible de faire ça parce que chez nous, on sait quand on commence, quand on sort des bureaux, on ne sait pas. C'est fastidieux de travailler dans ces cabinets. Dans ces cabinets. En effet. Ouais. Là, on est déjà dans le François qui met ses pieds dans le monde professionnel. Mais j'entends et je veux retenir une leçon aussi à partager avec ceux qui nous suivent. C'est que c'est important de bien s'entourer. Oui. C'est capital. Très, très capital. Mais qu'est-ce qui fait les bonnes amitiés? Et les valeurs. On rencontre des gens, mais c'est les valeurs qui nous gardent ensemble, qui nous maintiennent ensemble. Donc je vais dire ça, je vais le dire en lingala. Donc François Tanguy-Bien, à Commune Université à Bébité, et François Azo Kendesiko vie professionnelle. À Bébité. À Bébité. Comment tu le vis, toi? Parce que tu quittes de l'université de l'UPC, directement tu es dans la vie professionnelle. Oui. Et c'est un piston, on t'a poussé, c'est parce que tu connaissais l'enfant d'eux, ou bien il y a une dimension de toi qui fait que tu as légitimement ta place? C'est un mélange de beaucoup de choses. Parce que je suis foncièrement convaincu qu'on devient, comme disent les Camerounais, quelqu'un derrière quelqu'un. Mais comme je l'ai dit, c'est un concours de circonstances. Je connaissais quelqu'un qui me donne accès. Mais tout ce qui s'est fait à l'intérieur a été fait parce que j'ai donné du mien. C'est que on m'a pas donné le job parce que je connaissais le patron. Et je me rappelle d'une discussion qu'on a eue avec lui quand je lui ai dit, mais merci de m'avoir donné ce job. Il m'a dit, je n'ai jamais parlé de toi à quelqu'un. C'est les gens qui ont parlé de toi qui sont venus me voir. Et naturellement, j'ai dit que c'était un étudiant brillant, donnez-lui sa chance. Mais la chance, tu l'as fait tout seul, pardon. Et donc, je suis arrivé, j'ai fait mon stage. Les tâches qui m'étaient confiées, je les ai réalisées correctement. Je ne savais même pas qu'on allait me retenir. Je ne savais pas. J'aspirais à ça, mais le jour où on m'a appelé pour me dire, viens, j'ai une discussion avec toi. Quand j'arrive, on me dit, mais tout le monde, c'était ça la phrase, tout le monde me parle de toi. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait?
Et Monsieur Victor Maquier, qui était mon premier chef au boulot. C'est ce qu'il me dit. Et c'est lui qui fait organiser l'entretien dont je vous ai parlé avec le senior manager, le patron de l'Afrique centrale, le Camerounais, et qui accepte de me prendre, mais qui ne pouvait pas me prendre en ce moment-là, et qui m'ont laissé finir mes études. Moi, j'étais tellement pressé que j'ai eu la collation des grades le samedi, le lundi, j'étais déjà chez eux. Hein. J'ai dit, ils peuvent changer d'avis, moi, je ne laisse pas passer le temps. Le lundi, tu étais au boulot. J'étais au boulot. Quand est-ce que tu touches ton premier salaire, ta première paye? Ma première paye, en tant que stagiaire, je peux donner les chiffres aujourd'hui, hein, ça donne un ordre de grandeur des choses. Je crois qu'à l'époque, c'était $450, mais ça représentait le monde. Hein, parce que maintenant, je me sentais un peu... Les parents n'ont plus l'assise financière qu'ils avaient, donc $450, ça représente beaucoup. Tu viens, tu montres que tu deviens un homme. Responsable, que tu peux contribuer à la vie de la famille. Je devais donner un peu d'argent. Je commençais à donner de l'argent pour la provision à la maison et tout ça. Donc ouais, ça a commencé je me sentais bien. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là avec cette... Est-ce que tu avais déjà touché autant d'argent dans ta vie par le passé? Non, de manière régulière, personnellement, en gagnant, non. Non, pas du tout. Donc, mais comment ça se passe? Parce que au Congo, souvent, on n'a pas d'éducation financière. Ça a été importé, hein, cette histoire d'argent de poche, parce que culturellement, les enfants ne manipulent pas d'argent. Oui. Ils expriment leurs besoins, ou les parents anticipent les besoins des enfants, de sorte à ce qu'ils aillent à l'école, jusqu'à l'université, etc. Donc, c'est souvent un peu d'argent pour le taxi, etc., pour la semaine. Mais François a son premier salaire, sa paye. Qu'est-ce qu'il en fait? Et dans quel état d'esprit il est quand il touche cet argent en main? Est-ce que c'est un sentiment de superpuissance? Est-ce qu'on a envie de faire des folies? Est-ce qu'encore une fois, qui moi la malame Bon, reste mesuré aussi, toujours dans la mesure. Le premier salaire, on te dit non, il faut donner aux parents, il faut donner ceci, faire cela. Donc on est un peu dans l'attente du deuxième, parce que le premier, on n'en jouit pas beaucoup. Ouais, non, mais je me sens bien. Je me dis, oui, je peux commencer à m'acheter ce que je veux. Je peux faire ce que je veux, quoi. Donc, j'ai un sentiment de bien-être. De bien-être. Et le sens du mérite, il est renforcé. Oui, c'est bien mérité. C'est bien mérité. Et on travaille dur. Hein. Ceux qui ont la chance de connaître ou qui travaillent dans les cabinets d'audit, c'est de quoi je parle. Donc, vous bossez très dur. Mais c'est des bonnes écoles parce que on investit également beaucoup en vous. Dans la formation, c'est... Voilà, exactement. Mais je voudrais tirer des leçons par rapport à l'argent. Donc, est-ce que tu as eu une éducation financière avant ça? Est-ce que on t'a appris à avoir une attitude particulière avec l'argent? Je vais poser ma question différemment. Oui. Est-ce qu'avant son premier salaire, François avait un compte en banque? Avant le salaire, non. Pas de compte en banque. C'était pas une culture du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on en parle à la maison, en famille, avec les parents, avec les amis? Est-ce qu'on parle d'argent? Oui, on parle d'argent. On est adolescent, donc ouais. On parle beaucoup d'argent parce que c'est quelque chose de central dans nos vies. Et surtout en ce moment-là, c'est là où on commence à comprendre la difficulté des parents de faire de nous ce qu'on est aujourd'hui, de payer les études. Il faut dire que l'UPC à l'époque, c'était pas donné. Je sais pas, aujourd'hui peut-être pas, toujours pas, mais c'était quand même beaucoup d'argent à payer, et il faut payer les syllabus, tout ce qu'il fallait payer. En ce moment-là, j'ai maintenant un rapport beaucoup plus vrai, ou beaucoup plus... je comprends mieux la valeur de l'argent, je comprends mieux. Et donc, quand je commence à gagner mon salaire et que je peux donner un peu à la maison, donc je sais que ça soulage. Je sais ce que ça a représenté de donner un peu, que mon père se dise ou ma mère se dise, ah bah tiens, il prend ceci en charge. Et rapidement, ce sens de responsabilité, en fait, c'est un peu comme si on était conditionné pour l'avoir. Je ne pouvais pas me permettre de flamber, de brûler, ou d'utiliser mon argent n'importe comment. Je ne pouvais pas me le permettre. J'étais conditionné comme ça. Voilà, j'étais conditionné à être responsable, à contribuer à la vie de la famille. Donc c'est l'entrée dans la vie professionnelle qui te fait ouvrir un compte en banque. Oui.
Mais ça a pris un peu de temps, hein. À l'époque, c'était pas beaucoup de Mabokoban. Je sais même pas s'il faut commencer à le dire ou pas. On a pris un peu de temps Ouais. jusqu'à avoir un compte, une carte bancaire et ben, c'est venu progressivement. Ok. Alors, très rapidement, donc, on a compris, hein, là, François est dans le monde professionnel. Mhm. Est-ce qu'il y a des notions d'entrepreneuriat ou est-ce qu'il y a un choix que tu fais en se disant je suis là parce que je veux faire une carrière en entreprise Mhm. ou je suis là parce que je vais accumuler du savoir, parce que je peux potentiellement créer une entreprise Mhm. et diriger une entreprise. Dans Euh, quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Je suis, en ce moment-là, je ne pense pas encore à l'entrepreneuriat ou à euh, dans un coin de ma tête, je me dis qu'un jour, je ferai quelque chose pour moi. Ça, c'est dans un coin de ma tête. Mais en ce moment-là, non. Donc, pour moi, c'était accumuler le plus d'expérience possible et, euh, et réussir. Mais ma réussite, je la voyais autant en entreprise. Je me l'imaginais peut-être dans un âge avancé, seul, dans ma propre structure. Mais ce n'était pas une ambition que je nourrissais vraiment. C'était faire carrière. Voilà. Très bien, très beau parcours François. On rappelle hein, vraiment que nous sommes très très fiers de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Merci à vous. Notre ambition, c'est vraiment de transformer les mentalités, Mhm. d'inspirer, d'aider tous ceux qui nous suivent Ouais. à prendre exemple sur le parcours de nos invités. Mhm. Et nous avons pris soin de les trier dans le volet parce qu'on voulait créer des modèles et donner la possibilité à ceux qui nous suivent d'avoir des modèles. Oui. Alors, on a vu ce parcours qui est jonché, on va dire ça comme ça, d'apprentissage intellectuel. Mhm. On est conscient d'une chose aujourd'hui, avec les évolutions que nous connaissons, Oui. qu'il est important de prendre soin de sa santé de manière générale. Donc, je parle de la santé physique et de la santé mentale. Est-ce que dans ton éducation, ce sont des éléments que tu prends en compte dans ta volonté, ta détermination de réussir, donc de devenir quelqu'un, ou c'est plus tard, grâce à l'ouverture au monde, que tu découvres en fait finalement que c'est important de prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique. Ou peut-être que tu n'as pas pris conscience hein, du tout. J'en parle parce que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé dans notre société. Le premier capital qu'on a, ça reste quand même soi-même. Mhm. Quel rapport est-ce qu'aujourd'hui François a avec son mental et son physique? Il faut être bien dans sa tête, vraiment bien. Mais c'est pas... je n'ai pas directement eu un rapport entre ma santé physique et mentale et ma vie de tous les jours, que ce soit ma vie en tant qu'élève et en tant que professionnel. C'était pas un lien que j'avais fait, hein. C'est vraiment... mais par contre, lorsque j'ai eu cette discussion, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ma mère qui me disait il faut faire du sport pour te défouler et faire le vide, et puis tu verras que les choses allaient fonctionner. Ça avait fonctionné. Pour rappel, ma mère est psychologue. Elle donnait le cours de psychologie de l'enfant. Donc, elle connaissait certainement les phases dans lesquelles nous étions, que j'étais en train dans lesquelles j'étais. Donc, c'est, à vrai dire, c'était pas quelque chose qui était ancré dans la culture. Faire du sport et puis se dire qu'on sera bien ou bien dans sa tête, je sais pas, faire du yoga ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Ce n'est que un peu plus tard, on va dire récemment, que ce sont des choses que que je commence à regarder, à essayer d'expérimenter pour être, parce que ça fait du bien. Mais c'est on va dire des notions qu'on apprend très tard, que j'ai appris très tard. Bien manger, Bien manger, bien dormir. voilà. Donc ça commence à être, on commence à se regarder. On apprend tous les jours hein, de prendre soin de soi. Mais c'est des choses que moi j'ai connues très tard. Donc aujourd'hui, il prend conscience de sa santé. François, il fait attention à ce qu'il mange. Il a conscience. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu apprendre plus tôt? S'il y a quelque chose lié à ta santé, tant mentale que physique, que tu aurais voulu acquérir
beaucoup plus tôt dans ton parcours, maintenant que tu as découvert ces choses, Mhm. qu'est-ce que tu aurais voulu apprendre? Pour moi, c'est la discipline. La discipline dans le sport. La discipline également dans ce que. Voilà, dans la discipline, la régularité dans le sport. Ça fait tellement de bien de faire du sport et de continuer une activité professionnelle par la suite. Ça fait tellement de bien. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre très jeune et continuer. Très bien. Je pense que tous ceux qui nous suivent attendent ce moment euh, avec impatience. Mhm. C'est que finalement, comment François, l'élève du collège Elikia, Ouais. l'étudiant qui allait en taxi à l'UPC, Mhm. celui qui était à Price dans le secteur privé, se retrouve dans l'entourage, Oui. pour ne pas dire dans le cabinet, Oui. ou dans les cabinets du Mhm. couple présidentiel. Mhm. Est-ce que ce parcours te prédestine à cette finalité, ou est-ce que c'est la chance, ou c'est encore un piston? Mhm. Oui, faut dire déjà que quand je quitte PricewaterhouseCoopers, je vais dans les banques, Access Bank, FBN, BIC qui devient FBN Bank. Ce n'est que lorsque je reviens en cabinet, c'est-à-dire dans les cabinets d'audit et de conseil, cette fois-là Deloitte ou Deloitte, que en fait, Terence, pour dire, c'est là où j'ai compris ce que je voulais faire dans la vie. Ce qu'il faut dire que c'est en 2007 je commence chez PricewaterhouseCoopers et chez Deloitte je commence en 2016 je crois. Donc ça fait combien? 9 ans? C'est ça, non? Ouais, par là. Presque 10 ans d'exercice professionnel pour savoir ce que je voulais faire dans la vie. Ce que je faisais, en fait, le travail, je ne veux pas dire que je n'aimais pas ce que je faisais avant. Je le faisais parce que c'était du boulot. Il faut dire aussi que j'étais un peu conditionné comme ça. C'était les écoles. Pour l'école, il fallait venir faire des bons résultats. Je le faisais. Je repliquais des choses. Mais ce n'était pas nécessairement ce que j'aurais voulu faire dans la vie. Quand celui qui est le directeur général aujourd'hui, je le rappelle encore, je ne l'ai pas souligné, j'ai oublié à un moment donné, que celui qui est mon directeur général chez Deloitte était mon enseignant à l'université, Très bien. qui me découvre par mes résultats. Que je retrouve chez PricewaterhouseCoopers, il y travaillait déjà. Que je retrouve chez Access Bank parce que c'est lui qui m'a recruté. Je vais chez FBN Bank, c'est pas lui, donc je fais un petit détour que je retrouve chez Deloitte, c'est parce que c'est lui qui me recrute. Et en ce moment-là, il me connaissait par mes résultats scolaires, il savait que j'étais brillant, et il m'a toujours soutenu dans ça. Bob David Nzoimbengene, qui est aujourd'hui professeur, et qui me dit, écoute, j'en avais marre de la banque à un moment donné pour X, Y raison. Il me dit, non, écoute, on est en train de lancer une nouvelle ligne de service chez Deloitte en RDC, qui est l'activité de conseil, la ligne de service de conseil. J'ai dit, bah, tiens, je veux venir. Il me dit, ça va t'aller et tout et tout. J'arrive, je ne sais rien du tout de ce que je dois faire, j'apprends. Mais je me rends compte très vite que c'est ce que je devais faire depuis tout ce temps. Donc, connaître je vais peut-être faire une parenthèse, connaître ce qu'on doit être dans la vie, ça prend du temps. Il faut se découvrir. Il faut se découvrir. Il y a ceux pour qui ça arrive très vite, mais pour moi, ça a pris 10 ans, quoi. Et donc, là, je me dis, non, je dois faire du conseil. J'apprends le conseil en entreprise, c'est-à-dire accompagner les entreprises à faire des choix de décision, à les orienter, à faire de la recherche et proposer. C'est un peu la transition, en fait. Mais comment François gagne la confiance dans un cercle aussi fermé? Comment il y accède? Alors, toujours par quelqu'un, toujours par des gens. Je suis chez Deloitte, je travaille, je suis manager en charge de l'activité conseil en RDC. J'ai un collègue qui arrive d'un autre cabinet, Cédric Itukila, qui arrive, on sympathise très vite, dont je connaissais l'épouse avec qui j'étais à l'UPC également. Donc tout se tient, hein, on a toujours quelqu'un dans l'entourage et tout.
D'où il faut garder des bonnes relations. Absolument. Voilà, ne jamais... Zala bien abattu. Ezala bien abattu. Ne jamais volontairement éteindre ou fermer la porte à une relation sans raison. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut ouvrir des portes à toutes les relations. Donc, On est bien d'accord. il y a un équilibre à trouver. Donc bref, il est le mari d'une personne que je connaissais, à qui j'avais parlé également d'un travail. Bref, on se connaissait un peu de nom, et là on se voyait pour la première fois. On a très vite sympathisé. Et lui, lorsque le couple présidentiel, le président est élu, connaissait quelqu'un de son entourage, qui connaissait la première dame. Et donc, se lançant dans l'aventure, il m'a dit, écoute, on est sollicité pour travailler avec la distinguée première dame. Est-ce que tu voudrais être de la partie? Voilà. Donc, c'est là que j'arrive. On me donne ma chance aussi de prester là-bas. Et de fil en aiguille, la première dame accepte. Mais il y a un choix à faire. C'est-à-dire qu'on est dans un confort de cabinet de carrière, c'est-à-dire de cabinet d'audit. Pourquoi quitter ce confort-là, un domaine qu'on maîtrise, vers un domaine qu'on ne connaît pas? Exactement, parce qu'il y a une dimension politique dans la chose et ton parcours n'a rien de politique. Il n'y a rien de politique. Absolument pas. Ouais. Et ça arrive, en fait, généralement, c'est des choix qu'il faut faire dans la vie. Mais je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Ça arrive lorsque, chez Deloitte, il y a une nouvelle initiative qui est lancée où on recrute. C'est ce qu'on appelait le Young Advisory Board d'Afrique. En fait, l'Afrique francophone était supervisée par la France, et donc le nouveau patron de Deloitte France qui supervise l'Afrique avait une initiative, c'est-à-dire de conduire des jeunes à grandir, des jeunes talents qu'on découvrait, à les aider à grandir rapidement parce qu'on a besoin de leur... Il faut comprendre que dans les cabinets, on vend du service, du savoir. Donc, plus vous gardez des personnes qui ont de la connaissance, plus c'est mieux pour vous. Exactement. Et donc, j'étais recruté parmi je crois qu'il y avait 10 jeunes en Afrique qui étaient recrutés, qui étaient pris dans ce programme-là, et je venais à peine d'être désigné pour ce programme. Et je me rappelle le jour où je dis je dois partir. Ils me disent mais pourquoi tu vas partir? Voilà, on vient à peine de te désigner dans ce programme, et tu sais que dans 2-3 ans tu seras patron de ceci, de cela. Un plan de carrière défini. Exactement. Et il fallait choisir. L'appel du drapeau. L'appel du drapeau. Très bien. L'appel du drapeau. Je connais ce sentiment. Voilà. Et donc je me disais au fond de moi, c'est un peu un sentiment qu'on nourrit, et on se dit qu'est-ce que je peux faire pour les personnes qui sont autour de moi? Comment je peux impacter les choses? Et donc, le choix a été presque fait, mais ce n'était pas facile du tout. Et c'est comme ça que je suis venu en politique, et découvert aussi, je veux dire, par les prestations, par le travail fait et bien fait, toujours l'excellence. Ce sont des valeurs qui nous avaient été inculquées à Elikia. Je me rappelle, à chaque rassemblement, l'abbé qui était là, qui était le préfet, il disait toujours il faut quitter la médiocrité vers l'excellence. Donc, dans tout ce que je faisais, c'est une valeur, parmi les valeurs qui me conduisent, c'est l'excellence. J'ai parlé de la détermination, la ténacité, le respect. Ce sont des choses qui me conduisent, et je pense qui m'emmènent jusque là où je suis aujourd'hui. Non, mais c'est très bien. C'est encore une fois l'une des raisons qui justifie ta présence dans ce podcast. François, on te remercie vraiment beaucoup. Oui. On a suivi ton parcours à distance parce qu'on a la chance de te connaître tout au long du parcours. Et on a aussi retenu que malgré cette ascension, Tina Souka François a bébité. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est resté l'ami, le frère. Et surtout, il a gardé une rigueur professionnelle. Et dans tout ça, j'ai aussi retenu, parce qu'on a pris le temps de lire ton CV, ta biographie, qui a eu une formation continue. François n'a pas arrêté d'apprendre, de se former. Et quel est ton prochain challenge, François? Effectivement, pour dire aussi que je veux juste faire un petit retour en arrière, parler de l'influence des parents. Mes parents étaient enseignants, aujourd'hui je le suis aussi. J'ai eu l'opportunité d'être appelé pour assurer un cours à l'université protestante au Congo, dans l'UPC où j'enseigne, le cours d'audit informatique. Donc c'est un peu pour dire que on est les fils de ses parents, on va dire ça comme ça. L'influence des parents est fondamentale, l'influence de la famille est fondamentale.
C'est ce que moi-même également je veux transmettre à mes enfants, mais également à la jeune génération. Les ambitions, nous les avons, ce que nous voulons être, mais pour moi, ce qui est primordial, c'est que j'aimerais servir le pays, j'aimerais en fait impacter le plus possible. Et dans le domaine privé, c'est vrai qu'on impacte, mais on va dire c'est limité, c'est concentré dans un secteur et dans un domaine, dans un rayon d'activité bien précis. L'avantage, qui peut être un des avantages également de la vie publique ou dans le domaine public, c'est que le choix d'une décision impacte des millions de personnes. Et donc c'est ma volonté ou mon ambition, c'est de rester toujours à un endroit où je peux, par un bon conseil, permettre que des millions de personnes vivent mieux. Parce que je sais que dans ces millions de personnes, ce n'est pas que des inconnus. J'ai ma famille et mes enfants aussi vivent des choix et des conseils que je peux donner. Donc si je peux aujourd'hui soulager la peine ou la difficulté des uns des autres frères congolais, mais également peut-être égoïstement de ma famille, ma propre famille, je le ferai volontiers. Alors François, vie scolaire stable, bon parcours, pas de redoublement, pas de deuxième session, ligne droite. Ouais. Qu'en est-il de la vie amoureuse? Je ne sais pas s'il faut dire dans ma vie amoureuse, il y a eu de deuxième session, probablement peut-être des troisièmes. Comme je l'ai dit, je découvre, on va dire, l'amour vraiment à l'université. Fin de première année graduat, je réussis très bien. Deuxième année, on commence à se fréquenter, on commence à découvrir les choses. C'est qui la première amoureuse? En termes de nom? Oui. Non, elle est mariée maintenant, je préfère regarder son mariage en paix. Mais on reste quand même ensemble de la deuxième année, fin de première année, deuxième année de graduat jusqu'en première année de licence. Ça se termine là. Et entre elle et celle qui est aujourd'hui mon épouse, il y a eu quelques-unes, mais pas trop sérieux. Mais là, je découvre encore par l'entourage. J'ai mon ami qui connaît la grande sœur de ma femme aujourd'hui. Et comme mon ami avait son ami, on a sympathisé avec la grande sœur de ma femme qui devient une amie et qui me dit écoute, je dois te présenter à ma petite sœur. Mais elle ne trouve pas le moyen de le faire. Mon ami, Ted, il s'appelle aujourd'hui, Tendai. Un jour, on est dans son véhicule, on quitte l'UPC. Elle était à l'UPC avec moi. Elle avait 2 années après moi. On est dans le véhicule, on est en train de sortir. Il me dit tiens, regarde la sœur de DS. Je regarde, je vois une jolie fille. Et je lui dis, je vais l'épouser. Ah. Oui, mais on n'est que nous deux dans le véhicule, dans son véhicule. Et on part. Ce n'est qu'après sa sœur fait les présentations, mais elle m'aimait bien. Elle n'aime pas quand je dis ça. Je l'embête toujours pour dire que c'est toi qui m'as aimé en premier. Mais voilà, donc, et de fil en aiguille, on commence à se fréquenter. Un message à ton épouse et surtout un message aussi à tes enfants. Elle sait que je la pousse toujours à être une personne excellente. L'amour n'est pas simplement dans les dires, mais c'est également dans l'accompagnement, dans les faits et dans les actes. Je la pousse à être une personne excellente qui se dépasse. Et elle le fait très bien, non seulement en tant qu'épouse et mère des enfants, mais en tant que personne. J'aime ce qu'elle est devenue aujourd'hui et je sais qu'elle ira très loin et qu'elle réussira. Et elle accomplira ses projets. Je serai toujours là pour l'accompagner, pour le faire. Et à mes enfants, j'aimerais qu'ils soient eux-mêmes, mais qu'ils n'oublient pas les valeurs cartésiennes, les valeurs qui ont conduit leur grand-père à réussir, leur père à réussir, disons leurs grands-parents, parce qu'il y a ma mère également, il ne faut pas occulter ça, leurs parents à réussir aujourd'hui et qui certainement va les aider à réussir aussi si ils sont dévoués et qu'ils restent sur ce chemin-là. Mais chacun aura son expérience. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que j'ai fait, et c'est le parcours qu'ils doivent avoir, et je découvre que je ne peux pas leur imposer un parcours, mais ce que je peux leur donner, c'est ces valeurs-là.
Et j'aimerais pas leur donner, comme je l'ai dit à mon tour, mon père m'a laissé un nom qui n'est pas un fardeau. Je ferai un effort aujourd'hui de ne pas laisser un fardeau. Qu'ils soient fiers de s'appeler Kaké, c'est quand ils se présentent. Ça, c'est ce que moi, je peux leur léguer comme héritage. Mais le reste, ils doivent le construire seuls. Mais ça sera jamais facile. On n'a jamais dit que ça sera facile. Mais ils réussiront, je suis sûr. François, pour chuter, mindset, Mhm. on veut changer les mentalités. Oui. Qu'est-ce que tu penses que nous, en tant que peuple, nous devons changer en termes de mentalité? Qu'est-ce que tu nous conseilles, à nous qui te suivons, à nous qui t'écoutons, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous donnes comme clé Oui. pour pouvoir évoluer dans nos mentalités? Oui. En tout cas, j'ai compris. Et comme je dis, nous sommes une somme. L'individu est une somme d'expériences. Aujourd'hui, je peux clairement dire que l'avenir est façonné par les choix. Ces choix, inconsciemment, nous les subissons. C'est-à-dire que nous subissons de l'influence qui conduisent et qui dictent nos choix. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé, on s'est longtemps apaisanti sur l'entourage. Il faut d'abord soi-même cultiver des valeurs. Les valeurs, il y a plusieurs définitions des valeurs, mais les valeurs, c'est ce qu'on est vraiment. C'est ce pourquoi on est prêt à mourir. C'est que si aujourd'hui, on enlève cette valeur-là dans la société, on ne se retrouve plus. On est totalement dénaturé. Et les valeurs que nous devons en tant qu'individus, puisque nous sommes plusieurs individus qui forment une communauté, une nation, il faudrait que les valeurs que nous partageons soient des valeurs qui permettent un avenir meilleur. La première des valeurs, je dirais aujourd'hui, c'est l'excellence. C'est qu'il faut toujours poursuivre l'excellence. J'ai tellement entendu cette parole, cette phrase-là, qui des fois n'avait pas l'air, qui n'avait l'air de rien. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous faites excellemment ou correctement ce que vous faites, de manière excellente, vous serez au-dessus de la moyenne. C'est ce qu'il faut en fait. Et ça change tout, totalement tout, quand vous faites les choses de manière excellente. Et puis, une autre valeur, c'est l'intégrité. C'est que aujourd'hui, pour moi, l'intégrité, je définis un peu comme en fait tout ce qu'on a pu faire de la journée et que lorsqu'on rentre à la maison, on est sur son lit avant de dormir, on peut dormir calmement et commencer la tête apaisée la journée du lendemain. C'est que les actes que nous avons posés n'ont pas de conséquences à détruire notre lendemain. Une chose que j'ai aussi apprise dans mon parcours professionnel, c'est lorsque le terme durabilité a commencé à être utilisé, sustainability. Et je me rappelle à une formation au Nigeria, quand j'étais à la banque, le formateur nous dit, en fait, tout ce que vous posez comme acte, assurez-vous que c'est fait correctement et que ce sera durable. Parce que si vous trouvez des raccourcis aujourd'hui, ça va vous rattraper. Ça, c'est clair. Si aujourd'hui, vous décidez de tricher, vous êtes une entreprise, vous trichez sur les impôts, sachez qu'un jour, ça va vous rattraper. Aujourd'hui, vous aurez fait un résultat d'1 million, mais dans 5 ans, vous aurez peut-être subi des pertes de 5 millions. Si on fait la comptabilité des 5 années, vous aurez peut-être gagné la première année, mais perdu dans le reste. Donc le compte, la balance sera négative. Donc l'intégrité, pour moi, c'est une valeur, c'est quelque chose que lorsqu'on est intègre, on garantit son avenir. Et son avenir, ce n'est pas simplement la vie que nous avons, que nous vivons nous-mêmes. Il ne faut pas être égoïste. C'est qu'on a des familles, on a des noms qu'on transmet. Et ces personnes qui portent notre nom doivent être fiers de les porter. Ils ne doivent pas commencer avec une charge, mais plutôt commencer avec un actif qui leur permet d'avancer. Moi, c'est ce que j'ai retenu de mon père aujourd'hui. Partout où je passe, c'est des personnes qui parlent du bien de lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas un nom qui est un fardeau pour moi. Et ça, c'est construit par l'excellence, par l'intégrité. Voilà, donc ce sont des valeurs qui, l'honnêteté, je peux rajouter tout ça, le respect, ce sont des valeurs qui, je pense que si aujourd'hui, en tant que Congolais, nous les cultivons,
nous aurons naturellement, et ça va couler de soi, un pays plus beau qu'avant. Je retiens de cet entretien: étudiez, entourez-vous bien et des valeurs, faites honneur à vos familles et changez de mentalité, avancez. Merci beaucoup François. Merci Terence. Un grand merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent et qui nous accompagnent pour l'organisation et la mise en place de ce programme Congo Mindset, qui se veut être un programme qui contribue à faire évoluer les mentalités et surtout à élever le niveau de notre nation, dans la compétitivité des nations dans laquelle on est sans débat. Donc aujourd'hui, la RDC est un pays qui est très visible sur le plan international. Il nous revient aujourd'hui de faire en sorte que les choses avancent, évoluent, et dans le sens de l'excellence comme on l'a entendu aujourd'hui. Merci et je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast. Congo Mindset dans nos cœurs pour inspirer.